Une pauvre petite fille entre dans une boulangerie et demande à un milliardaire « Puis-je échanger mes chaussures contre un pain ? Mon frère pleure parce qu'il a faim. » La réponse du milliardaire va vous surprendre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'arôme du pain fraîchement sorti du four emplissait l'air dans la boulangerie de Laurent, se mêlant au doux parfum du café gourmet et à de légères notes de vanille. Michael Carter redressa le nœud de sa cravate bleu marine en attendant dans la file, jetant un coup d'œil distrait à sa montre en or, le genre de luxe qu'il ne se permettait presque jamais de considérer comme un gaspillage. « Comme d'habitude, Monsieur Carter ?» demanda l'employé avec un sourire professionnel. Michael hocha la tête sans lever les yeux, le regard fixé sur son smartphone. Un autre jour, une autre réunion, un autre accord de plusieurs millions à conclure avant midi. Sa routine était prévisible depuis des années, et cela lui convenait. La prévisibilité signifiait le contrôle. La boulangerie était son unique petit plaisir quotidien, situé loin de son bureau du quartier financier, mais valant le détour matinal. Non qu'il appréciait particulièrement le goût, pour lui, la nourriture n'était qu'un carburant. Ce qui l'attirait, c'était l'atmosphère exclusive, la clientèle sélecte, le confort du familier. « Votre croissant aux amandes et votre café, monsieur ?» dit l'employé en déposant le plateau sur le comptoir de marbre italien. C'est alors que la petite clochette au-dessus de la porte retentit, laissant entrer un courant d'air frais d'automne dans cet environnement soigneusement climatisé. Michael ne l'aurait pas remarqué si le silence ne s'était soudainement abattu sur la pièce. Il se retourna instinctivement. Une petite fille, peut-être âgée de 5 ans, aux cheveux blonds poussiéreux, emmêlés et négligés, venait d'entrer timidement. Sa robe autrefois rose montrait clairement des traces de saleté et d'usure prolongée. Elle parcourut la pièce du regard avec de grands yeux vifs, paraissant encore plus frêle sous le plafond haut et les lustres élégants. Les clients échangèrent des regards gênés. Le gérant s'avança rapidement vers la petite intruse, mais la fillette fut plus rapide. Avant que quiconque ne puisse l'intercepter, elle se dirigea droit vers Michael. « Monsieur, » dit-elle d'une voix claire, avec un léger accent qu'il ne parvenait pas à identifier, « puis-je vous poser une question ?» Michael sentit le regard du gérant, qui semblait silencieusement lui demander la permission d'intervenir. Il hésita, intrigué par l'assurance dans les yeux de l'enfant. « Que veux-tu » lâcha-t-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. La fillette ne recula pas. Elle tenait quelque chose dans ses petites mains et le lui tendit. C'était une chaussure d'enfant usée, dont les lacets étaient presque effilochés. « Puis-je échanger chaussure contre pain ? Mon frère pleure, il a faim, » dit-elle sans embarras ni honte. « Mon frère Noah a vraiment faim, il n'a que 3 ans. » Le temps sembla se figer. Michael sentit le poids du regard des autres clients posés sur lui, certains curieux, d'autres visiblement mal à l'aise face à la scène. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il en se penchant légèrement. « Ils sont partis, » répondit la fillette avec une simplicité rendant la tragédie encore plus douloureuse, « mais je m'occupe de Noah maintenant. » Michael ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation oubliée. Les yeux de la fillette, aussi bleus qu'un ciel d'été, reflétaient un surprenant mélange de vulnérabilité et de force. Voilà qu'une enfant offrait son dernier bien pour de la nourriture. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce. « Emma » répondit-elle, tendant toujours la chaussure usée. Un éclair traversa soudain l'esprit de Michael, un visage de femme, un sourire, une promesse faite autrefois. « Emma. » Le même prénom. « Tu sais, cette chaussure ne vaut pas grand-chose, » fit-il, tentant de paraître pragmatique, d'ignorer le pincement dans sa gorge. « C'est la dernière qui me va encore, » expliqua Emma avec la logique implacable d'un enfant, « et il y a un joli dessin à l'intérieur, tu vois ?» Elle retourna la chaussure, révélant un petit soleil dessiné sur la semelle intérieure, presque effacé par l'usure. C'est à ce moment que Michael se rendit compte que ses propres chaussures italiennes faites sur mesure avaient coûté bien plus que ce que de nombreuses familles dépensaient en nourriture sur tout un mois. « Le gérant va appeler les services sociaux » chuchota l'employé en se penchant discrètement vers lui. Michael sentit une impulsion soudaine. « De combien de pain as-tu besoin ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Juste un gros morceau, pour qu'on partage. Noah est petit, mais il mange beaucoup. » Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en tira plusieurs billets de grosse valeur. « Donnez-moi un sac de pains assortis » ordonna-t-il à l'employé, et ajoutez quelques-uns de ces gâteaux au chocolat aussi. L'employé hocha la tête et s'activa. Emma observait la transaction avec fascination, tenant toujours sa chaussure comme monnaie d'échange. « Garde-la » dit Michael en repoussant doucement sa main.
Tu en auras besoin par ce temps froid. Quand on lui remit le sac, il le tendit à Emma, dont l'expression oscillait entre méfiance et gratitude. Merci, monsieur. Elle serra le sac contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la chaussure? Certain, répondit-il. Va nourrir ton frère. Emma acquiesça gravement et se dirigea vers la porte avec une dignité surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Que Dieu vous bénisse, dit-elle, des mots qu'elle tenait clairement d'un adulte, avant de disparaître. Le brouhaha ambiant de la boulangerie reprit peu à peu. Michael prit son café désormais tiède et son croissant. Lorsqu'il croqua dans la viennoiserie, il réalisa qu'il n'en percevait plus le goût. Quelle situation triste, commenta une dame âgée à la table voisine. Ces enfants des rues? La ville devrait faire quelque chose. Michael hocha la tête machinalement, mais son esprit était ailleurs. Il se souvenait de lui-même, pas beaucoup plus âgé qu'Emma, tenant la main de sa mère tandis qu'il comptait des pièces pour acheter du pain. Une fois son café terminé, il sortit dans l'air froid du matin. Il devait se rendre au bureau. Il avait une réunion importante. Le marché n'attendait personne. Michael marcha d'un pas rapide, essayant d'effacer l'image des yeux bleus d'Emma de son esprit. Il y avait des choses plus importantes à régler, des entreprises à diriger, de l'argent à gagner. Mais à chaque pas, le poids dans sa poitrine semblait s'alourdir. Les bureaux de Carter Enterprises occupaient les 3 derniers étages du plus haut immeuble de la ville. Depuis son bureau, Michael pouvait voir la ligne d'horizon urbaine, comme un échiquier dont, au fil des ans, il avait stratégiquement conquis chaque pièce importante. « Monsieur Carter, les documents de fusion ont besoin de votre signature », annonça sa secrétaire en posant un dossier sur la table en verre. Michael saisit le stylo, mais ses doigts semblaient lourds. La réunion de la matinée avait été un succès, une autre société absorbée dans son empire. Il aurait dû être satisfait. Y a-t-il un problème avec les conditions? Demanda sa secrétaire, remarquant son hésitation. Non, tout va bien, répondit-il en signant rapidement. Mais tout n'allait pas bien. Depuis son départ de la boulangerie, l'image de la fillette aux yeux bleus le hantait, Emma et son frère invisible Noah. Où dormait-il? Que mangerait-il une fois le pain terminé? Annulez mes rendez-vous de l'après-midi, dit-il soudain. La secrétaire le fixa, perplexe. Monsieur, vous avez une visioconférence avec Tokyo à 16h. Et reportez tout. Michael se leva, enfila son manteau. Dites-leur que quelque chose d'important est survenu. En 15 ans à son service, elle ne l'avait jamais vu annuler des réunions sans raison précise. Vous allez bien, monsieur Carter? Parfaitement, répondit-il déjà en route vers la porte. Je reviens demain. Dans l'ascenseur, Michael ferma les yeux. Que faisait-il? Pourquoi ne parvenait-il pas à ignorer cet enfant, comme tant d'autres mendiants croisés au fil des ans? La réponse lui vint sous la forme d'un souvenir. Il avait 7 ans, comptant des pièces de monnaie sur la table de la cuisine avec sa mère malade. Ce n'est pas assez pour le médicament et la nourriture, lui disait-elle. Il va falloir choisir. Son chauffeur l'attendait à la sortie de l'immeuble, comme d'habitude. À la maison, monsieur Carter? Michael hésita. Non. Ramenez-moi à la boulangerie Laurent. Le chauffeur hocha la tête sans montrer de surprise, bien que ce fût la première fois depuis des années que son patron modifiait sa routine. Pendant le trajet, Michael regarda par la vitre teintée, observant la ville se transformer peu à peu. Aux immeubles d'affaires succédaient des quartiers résidentiels huppés, puis des zones commerciales plus modestes. La voiture s'arrêta devant la boulangerie. « Attendez-moi ici », ordonna Michael en descendant précipitamment. La clochette signala son entrée, mais cette fois, il ne s'intéressa ni aux arômes ni à l'ambiance raffinée. Son regard parcourut la salle, à la recherche d'une petite silhouette blonde. « Puis-je vous aider, monsieur Carter ?» demanda le même employé que le matin. « Cette fillette, » dit Michael, « Emma. Est-elle revenue ?» Le jeune homme secoua la tête. « Non, monsieur. Le gérant a dit qu'il appellerait la sécurité si elle revient. » Michael ressentit un pincement d'agacement. « Dans quelle direction l'avez-vous vue partir en sortant ?»« Je crois qu'elle a tourné à droite, vers le parc, » répondit l'employé, mal à l'aise sous le feu des questions. Michael ressortit sans commander son habituel. Il marcha d'un pas vif dans la direction indiquée, parvenant à un petit parc entouré de vieux immeubles. Des bancs étaient occupés surtout par des personnes âgées et quelques nourrices avec des enfants en bas âge. Aucune trace d'Emma ou de Noah. Frustré,
il continua son chemin, empruntant des rues moins entretenues, où la ville montrait son côté plus dur. Il entra dans de petits commerces de quartier, demandant après 2 enfants, une fillette de 5 ans aux cheveux blonds et un petit garçon de 3 ans. Personne ne semblait les avoir vus, ou bien ceux qui savaient préféraient ne pas s'en mêler. Après 1 heure de recherches infructueuses, Michael s'arrêta à un carrefour. Que faisait-il donc? Rechercher des enfants des rues comme on chercherait des animaux égarés? Il y avait des organismes pour ça, des systèmes en place. Il sortit son téléphone et chercha les refuges pour sans-abri à proximité. Une liste apparut, mais quelque chose le retint de les appeler. Emma avait dit qu'elle s'occupait de son frère. Les signaler reviendrait peut-être à les séparer, à les placer dans le système. Dans la poche intérieure de son manteau, il trouva la carte d'un détective privé qu'il avait engagé autrefois pour enquêter sur d'éventuels partenaires d'affaires. Il composa le numéro. « J'ai besoin de retrouver quelqu'un », dit-il sèchement dès que l'homme décrocha. 2 enfants sans doute sans abri. Une fillette d'environ 5 ans nommée Emma et un garçon, Noah, 3 ans environ. L'endroit, demanda le détective, sans chercher à comprendre ses motivations. Michael indiqua la zone approximative, près de la boulangerie et du parc. Combien de temps vous faudra-t-il? Avec des enfants des rues, ce n'est pas simple. Ils se déplacent, se cachent. Il me faudra quelques jours, peut-être. Vous avez jusqu'à demain matin, trancha Michael. L'argent n'est pas un problème. Prenez les renforts qu'il vous faut. Après avoir raccroché, Michael inspira profondément. Le ciel commençait déjà à s'assombrir, avec la nuit, le froid de l'automne s'intensifierait. Imaginer 2 enfants livrés à la morsure du froid le perturbait profondément. Chez lui, le dîner fut servi à l'heure habituelle par Margaret, sa gouvernante depuis plus de 20 ans. Elle remarqua qu'il toucha à peine à son assiette. « Y a-t-il un problème avec le saumon, monsieur ?» demanda-t-elle, inquiète. Michael repoussa le plat. « Je n'ai pas faim. » Margaret, qui l'avait vu évoluer d'un jeune homme ambitieux à un milliardaire impitoyable, percevait chaque nuance de son comportement. Quelque chose s'est passé aujourd'hui? Il faillit lui parler d'Emma, de la façon dont ses yeux lui rappelaient quelqu'un, du simple geste qui avait fissuré quelque chose en lui. Mais les mots ne sortirent pas. « Je suis juste fatigué, » dit-il en se levant. « Je serai dans mon bureau, à l'étage. » Michael entra dans son bureau privé. Au fond, se trouvait un coffre-fort dissimulé où il rangeait des documents précieux et quelques souvenirs personnels qu'il revisitait rarement. Il composa la combinaison et ouvrit la porte blindée. Derrière des dossiers de contrat, il sortit une petite boîte en bois. Il la manipula avec précaution, comme s'il s'agissait d'un explosif. Assis dans son fauteuil de cuir, Michael l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une vieille photo, une jeune femme blonde tenant un bébé. Au dos de la photo, une simple inscription. Emma et Michael, 1974. Sa mère. Son deuxième prénom était le même que le sien. À côté de la photo, se trouvait une petite chaussure de bébé, usée. La seule que sa mère ait pu conserver avant que la misère ne les force à tout vendre ou presque. Michael ferma les yeux, le souvenir douloureusement précis. Sa mère avait cumulé 3 emplois pour subvenir à leurs besoins, tombant malade dans l'intervalle. Il avait 10 ans quand elle était décédée, le laissant naviguer seul dans le système des foyers d'accueil. Sa fortune, son empire, tout avait été bâti pour ne plus jamais ressentir l'impuissance liée à la pauvreté, pour ne plus jamais dépendre de la gentillesse d'inconnus, pour ne plus jamais souffrir de la faim. Et voilà qu'une petite Emma était apparue, proposant une chaussure en échange de pain. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était le détective. « J'ai quelque chose, monsieur Carter. » Des témoins ont vu les enfants dans un terrain vague près de l'ancienne gare. Il y a un groupe de sans-abri qui y séjourne. Michael sentit son cœur s'emballer. « J'y serai demain matin. » Il raccrocha et fixa de nouveau la petite chaussure de bébé dans ses mains. Demain, il retrouverait Emma et Noah. Mais ensuite, que ferait-il de 2 enfants sans abri? Il n'avait aucune réponse, seulement la certitude qu'il ne pouvait plus prétendre ne pas les avoir vus. Le matin arriva sous un ciel gris et menaçant. Michael renvoya son chauffeur et prit le volant lui-même jusqu'à l'ancienne gare désaffectée. Autrefois symbole de progrès, le lieu était désormais encerclé de grillages rouillés et d'enseignes défraîchies. Une vieille pancarte jaunie annonçait un projet immobilier jamais abouti. Il gara sa voiture de luxe à bonne distance, non pas pour éviter les rayures, mais pour ne pas effrayer ceux qu'il cherchait. Le détective l'attendait à un coin de rue, un homme d'âge moyen à l'apparence banale, au regard perçant. « Bonjour, monsieur Carter. »
C'est par ici. Michael le suivit à travers une brèche dans la clôture. Le terrain vague était jonché de débris, d'herbes folles et d'objets abandonnés. Des abris de fortune, faits de bâches et de carton, formaient un petit camp sous ce qui restait du quai principal. Ils sont là-bas, indiqua le détective discrètement. Sous une couverture déchirée, 2 silhouettes menues dormaient blotties l'une contre l'autre. Emma enlaçait protectriquement son petit frère. Même de loin, Michael voyait à quel point le garçon lui ressemblait, même cheveux blonds, quoique plus courts et en bataille. « Il y a d'autres gens dans les parages ?» demanda Michael, remarquant le calme inhabituel du lieu. « La plupart partent tôt pour mendier ou chercher du travail », expliqua le détective. « Les enfants restent souvent là, à se surveiller mutuellement. » Michael avança lentement, pour ne pas les effrayer. Emma fut la première à se réveiller. Ses yeux bleus s'ouvrirent d'un coup, et elle serra instinctivement son frère contre elle. « Bonjour, Emma » dit Michael en s'arrêtant à quelques pas. La fillette l'observa avec méfiance avant de le reconnaître. « Bonjour, vous êtes l'homme de la boulangerie » murmura-t-elle en secouant doucement Noah. « Noah, réveille-toi. » Le garçon ouvrit des yeux encore ensommeillés, tout aussi bleus, occupant presque tout son petit visage amaigri. « Comment vous nous avez trouvés » demanda Emma, maintenant debout, se plaçant devant son frère comme pour le protéger. « Je me suis renseigné » répondit simplement Michael. « Avez-vous mangé hier soir » Emma hésita. « On a gardé un peu de pain pour aujourd'hui. »« Faim » murmura Noah d'une petite voix. Michael jeta un regard autour de lui. Les conditions étaient précaires. Le sachet de la boulangerie était soigneusement plié à côté d'eux, avec 2 bouteilles en plastique à moitié remplies d'eau. « Je connais un endroit qui sert des crêpes, » dit-il. « Vous aimez les crêpes » Les yeux de Noah s'illuminèrent, mais Emma resta sur ses gardes. « Pourquoi faites-vous ça » La question prit Michael au dépourvu. Pourquoi, en effet ? Il l'ignorait lui-même. « Parce que personne ne devrait avoir faim », finit-il par dire. « Surtout pas des enfants. » Emma scruta son visage longuement, comme pour y déceler un mensonge. Finalement, elle hocha la tête. « Il faut qu'on prenne nos affaires. » Affaires était un bien grand mot pour le maigre baluchon qu'elle rassembla rapidement, y rangeant quelques objets dans un sac à dos décoloré. La couverture déchirée, un ours en peluche borgne, 2 vêtements et un cadre photo cassé. « On est prêt » annonça Emma en tenant la main de son frère. Le détective les observa, intrigué. « Je vous accompagne, monsieur Carter » ? « Non, ce n'est pas nécessaire » répondit Michael en lui remettant une enveloppe bien garnie. « Merci de votre efficacité. » Dans la voiture, Emma et Noah s'assirent à l'arrière, raides et silencieux. Michael ajusta le rétroviseur pour les voir. « Il faut mettre vos ceintures » dit-il. Emma aida son frère, puis s'attacha elle-même avec l'aisance triste d'une enfant trop vite confrontée aux responsabilités. Le restaurant qu'ils choisit n'était pas luxueux, mais propre et accueillant, un lieu familial où leur arrivée suscita néanmoins quelques regards curieux. Un homme en costume hors de prix accompagné de 2 enfants manifestement démunis. La serveuse les installa à une table dans un coin, leur apporta des menus et jeta un regard discret vers les enfants. « Commandez ce que vous voulez » proposa Michael. Noah dévora des yeux les images colorées. « Je peux tout manger » demanda-t-il, pointant une assiette de crêpes entassées. « Non, ne sois pas gourmand » le gronda doucement Emma. « Ce n'est pas grave » rassura Michael. « Commande ce qui te fait plaisir, Noah. » Le visage du garçon s'illumina pour la première fois, dévoilant une dent de devant manquante. Son sourire illumina tout son petit visage, le faisant passer d'un enfant renfermé à un gamin de 3 ans normal. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Michael tenta de faire la conversation. « Vous êtes resté longtemps là-bas » Emma secoua la tête. « Quelques semaines. Avant, on dormait au parc, mais il faisait trop froid la nuit. »« Et avant le parc ?» Le regard d'Emma se voila. « On avait une maison, avant ?» Les plats arrivèrent, interrompant la discussion. Noah se jeta sur ses crêpes avec un enthousiasme vorace, tandis qu'Emma mangeait plus doucement, comme pour savourer chaque bouchée. « Ne mange pas si vite, Noah, lui dit-elle. Personne ne va te prendre ton assiette. » Michael sentit un pincement au cœur. Il connaissait bien ce comportement, la peur de voir la nourriture disparaître avant que la faim ne disparaisse. « Il y en aura d'autres si vous voulez, » dit-il doucement. Emma leva les yeux. « Pourquoi êtes-vous gentil avec nous ? Personne ne vous a jamais été gentil ?» Michael réfléchit. « Personne ne vous a aidé avant ?» Le visage de la fillette s'assombrit. « Certains font semblant d'être gentils au début. »
Le sous-entendu était lourd. Michael sentit un mélange de colère et de tristesse. Je ne fais pas semblant, Emma. Je veux juste aider. Tout le monde veut quelque chose, rétorqua-t-elle avec une amertume précoce pour son âge. Michael préféra changer de sujet. Que s'est-il passé avec vos parents? Emma posa lentement sa fourchette. Maman est tombée malade. Papa a essayé de s'occuper d'elle, mais il n'y avait pas assez d'argent pour les médicaments. Il travaillait tout le temps, mais ce n'était pas suffisant. Maman est partie. Au ciel, ajouta Noah, la bouche encore couverte de sirop. Emma hocha la tête, le regard rempli de tristesse. Après ça, papa a changé. Il a commencé à boire ce truc qui fait agir les gens bizarrement. Il a perdu son travail, puis notre maison. Il a promis de revenir nous chercher quand il trouverait un nouvel endroit, mais... Sa voix se brisa. Ça fait longtemps. Depuis combien de temps? Demanda Michael doucement. Emma haussa les épaules. Beaucoup de jours. Je ne sais pas très bien compter. Vous n'avez pas d'autres parents? Oncle? Grands-parents? On avait mamie, mais elle est partie au ciel aussi, répondit Emma. Papa disait qu'on n'était que tous les quatre contre le monde. La simplicité de ces mots masquait une tragédie complexe. Michael imaginait le père, désespéré après la perte de sa femme, sombrant dans l'alcool et l'errance. Avec peut-être l'intention de revenir, mais incapable de se relever. « Vous avez des enfants, vous » lança soudain Emma. « Non » répondit Michael, surpris. « Pourquoi pas? Vous avez l'air assez vieux. » Il ne put s'empêcher de sourire à sa franchise. « Je n'ai jamais trouvé le temps ou la bonne personne. » Notre maman disait que les enfants sont des cadeaux, dit Emma, mais je suppose que certaines personnes n'aiment pas les cadeaux. La remarque le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. Combien de fois avait-il évité les relations sérieuses, invoquant sa carrière comme priorité? Combien de fois avait-il jugé les enfants bruyants et encombrants dans les restaurants ou les avions? Vous avez fini? Demanda-t-il, voyant leurs assiettes vides. Noah hocha vigoureusement la tête. On peut encore manger? Emma le regarda pour évaluer si l'offre était réelle. Michael fit signe à la serveuse. Après leur deuxième tournée de crêpes que Noah peina à finir, Michael les emmena dans un grand magasin. La vendeuse les dévisagea d'un air soupçonneux, mais resta professionnelle lorsque Michael exigea des tenues complètes pour chacun. Emma choisit des vêtements pratiques, pantalons, t-shirts, un manteau solide. Pour Noah, elle opta pour des pièces colorées qui le firent sourire. Michael ajouta des chaussettes, des sous-vêtements, des pyjamas et de nouvelles chaussures pour remplacer celles qu'ils usaient jusqu'à la corde. « On peut vraiment garder tout ça ?» demanda Emma, cachée derrière la pile de sacs. « Oui, c'est à vous » confirma Michael. Dans la voiture, Noah s'endormit presque aussitôt, repu et épuisé par tant d'émotions. Emma luttait contre le sommeil. « Où on va maintenant » murmura-t-elle. Michael hésita. Il n'avait pas pensé à l'étape suivante. Les conduire à l'hôtel lui paraissait impersonnel, et les remettre à la rue était impensable. « On va chez moi. Vous prendrez un bain, vous vous reposerez, et on verra ensuite. » La demeure de Michael se trouvait en périphérie de la ville, dans une résidence sécurisée surplombant un lac. Quand le portail électrique s'ouvrit, Emma s'éveilla et secoua Noah. « Noah, regarde !» s'exclama-t-elle en voyant la grande maison entourée de jardins impeccables. « Tu vis dans un château ?» demanda Noah en se frottant les yeux. Michael sourit. Ce n'est pas un château, juste une maison un peu grande pour une seule personne. Margaret les attendait à la porte, comme toujours. Son expression habituelle, pleine de calme, s'altéra lorsqu'elle vit deux enfants en loques sortir de la voiture de son employeur. Monsieur Carter, s'enquit-elle, déconcertée. Margaret, voici Emma et Noah, les présenta Michael. Ils vont rester avec nous un moment. La gouvernante regarda les enfants, puis Michael, semblant attendre une explication. N'en obtenant aucune, elle retomba dans son efficacité habituelle. « Soyez les bienvenus, les enfants. Venez, on va vous donner un bon bain chaud. » Emma serra la main de Noah. « On peut rester ensemble ?» « Bien sûr, ma chérie, » répondit Margaret avec bienveillance. « Je vais vous montrer où est la salle de bain. » Tandis que la gouvernante les emmenait à l'étage, Michael gagna son bureau, ayant besoin de quelques instants pour comprendre ses propres actions. Il avait agi de façon impulsive, presque irrationnelle. En moins de 48 heures, il avait ramené chez lui deux enfants inconnus. Margaret revint une heure plus tard et referma discrètement la porte du bureau. « Ils prennent leur bain » annonça-t-elle. « Je les ai installés dans la chambre d'amis, dans l'ailée. »
Michael hocha la tête, soulagé. Merci, Margaret. Puis-je vous demander ce qui se passe, demanda-t-elle, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau, privilège qu'elle était la seule à s'accorder. Michael lui raconta tout, la rencontre à la boulangerie, les recherches, l'histoire des enfants. Margaret l'écouta en silence, le visage de plus en plus compatissant. « Que allez-vous faire d'eux, Michael » demanda-t-elle en l'appelant par son prénom, signe de familiarité profonde. Il baissa les yeux. « Je n'en ai aucune idée. »« Il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas » insista Margaret. « Quelque chose dans ces enfants-là en particulier. » Il hésita. Margaret l'avait vu grandir, l'avait observé s'élever au rang d'homme d'affaires impitoyable, capable de tout mesurer en termes de valeur monétaire. « Elle me rappelle ma mère » avoua-t-il enfin. Pas seulement le prénom, mais aussi ce regard, cette détermination. Margaret opina. « Je l'ai remarqué. Et le petit à vos yeux ?» Michael n'y avait pas pensé, mais maintenant qu'elle le disait, il voyait la ressemblance. Les grands yeux bleus, bien que plus innocents, avaient la même forme que les siens. « Qu'est-ce que je fais, Margaret ?» demanda-t-il, question rare chez lui, habitué à prendre des décisions influençant la vie de milliers de personnes. « Commencez par les nourrir et leur donner un endroit sûr où dormir, répondit-elle avec son pragmatisme habituel. Le reste viendra tout seul. Quand Michael monta voir les enfants, il les trouva métamorphosés par le bain. Les cheveux d'Emma, désormais propres, brillaient comme de l'or sous la lumière chaude de la lampe. Noah semblait un autre enfant, les joues roses, dépourvues de la saleté qui le recouvrait. Tous deux portaient des pyjamas neufs, trop larges pour leur petit corps frêle. Ils étaient assis sur le grand lit king size, minuscule parmi les oreillers. « Ce lit est plus grand que toute notre maison, avant » commenta Emma en rebondissant légèrement sur le matelas. Noah rit et sauta plus fort. « C'est tout doux, comme des nuages. » Michael sourit, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Le bain vous a plu ?» L'eau ne refroidit jamais, s'émerveilla Noah. Le détail révélé par cette simple phrase en disait long sur leur vie d'avant, et Michael sentit sa gorge se serrer. « Elle ne se refroidira jamais ici, » promit-il. « On peut vraiment dormir dans ce lit ?» demanda Emma, encore peu convaincue de leur chance. « Bien sûr. Cette chambre est à vous tant que vous êtes ici. » La fillette observa les lieux, comme si elle essayait de mesurer l'étendue de leur sécurité nouvelle. « On va rester combien de temps ?» La question que Michael redoutait. « Combien de temps voudrais-tu » Emma jeta un coup d'œil à Noah. « Jusqu'à demain, au moins ?»« Vous pouvez rester plus longtemps que ça, » répondit Michael. « On en reparlera demain. Maintenant, vous devez être fatigué. » Noah bâilla déjà, les paupières lourdes. Emma l'aida à se glisser sous les couvertures, assumant naturellement son rôle de protectrice. « Je peux te parler un moment avant que tu ne dormes ?» demanda Michael à Emma. La fillette hésita, regardant Noah qui s'assoupissait presque. « Il va être bien tout seul ?» « On laisse la porte ouverte et on sera juste sur le balcon », suggéra Michael. Le balcon de la chambre d'amis donnait sur le jardin illuminé et le lac au loin. Emma se pelotonna dans un grand fauteuil, paraissant encore plus menue sous le ciel étoilé. « Ta maison est vraiment jolie, » dit-elle. « Merci, » répondit Michael en s'asseyant près d'elle. « Mais je n'ai pas toujours vécu dans une telle maison. » Emma le fixa, intriguée. « Où vivais-tu avant ?» Michael laissa son regard dériver vers l'horizon. « Quand j'avais à peu près ton âge, je vivais dans un petit appartement avec ma maman. Parfois, on n'avait pas assez d'argent pour manger. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Toi aussi, tu étais pauvre comme nous ?»« Oui. Ma mère est tombée malade, comme la tienne, et je n'avais pas de frère ou sœur. Quand elle est morte, je me suis retrouvé seul. »« Qui s'occupait de toi ?»« Personne, vraiment. J'ai été en orphelinat, puis en famille d'accueil. Certaines étaient bien, d'autres moins. »« Tu n'avais pas de papa ?»« Il est parti avant ma naissance. » Emma digéra l'information en silence. « Comment tu es devenu riche ?»« J'ai beaucoup travaillé, » répondit Michael. « J'ai étudié quand je pouvais, j'ai eu de la chance parfois, et j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. »« Maman disait que le travail finit toujours par payer, » nota Emma. « Mais papa travaillait et on a quand même tout perdu. » La remarque judicieuse l'impressionna. « Parfois, la vie est injuste, Emma. Certains travaillent toute leur vie sans obtenir assez. D'autres ont plus de chance. Tu as eu de la chance ?» Michael réfléchit à son parcours, fait de nuits blanches, de sacrifices, de décisions dures, parfois impitoyables. « J'ai eu de la chance à des moments clés, oui. Mais j'ai aussi fait des choix.
Certains que je regrette maintenant. Quel genre de choix? J'ai choisi le travail plutôt que les amis, l'argent plutôt que le temps, résuma-t-il des décennies de décisions en quelques mots. Je pensais que si j'avais assez d'argent, je n'aurais plus jamais peur ou faim. Emma hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Tu n'as plus peur de rien, maintenant? La question était trop profonde pour une fillette de son âge. Mais Michael savait que les enfants confrontés tôt à la misère avaient une compréhension de la vie que bien des adultes n'atteindraient jamais. Ça a marché pour certaines peurs, répondit-il honnêtement. Mais il y en a d'autres que l'argent ne résout pas. Comme quoi? La peur de rester seul pour toujours, ou de ne rien faire d'important dans la vie. Emma le regarda avec gravité, un regard presque sage. S'occuper de quelqu'un, c'est important. C'est ce que je fais pour Noah. Michael sentit un mur se fissurer en lui, une barrière qui l'entretenait depuis des années. Oui, Emma. C'est très important. La fillette bâilla, l'épuisement reprenant le dessus. Michael l'accompagna jusqu'au lit, où elle rejoignit son frère endormi. Tu sais, ma maman s'appelait aussi Emma, dit-il en l'abordant. La fillette esquissa un sourire somnol. Vraiment? Elle était gentille? La plus gentille personne que j'ai connue, répondit-il, le cœur serré par l'émotion. Un peu comme toi, Emma. Elle ferma les yeux en murmurant des remerciements de ne pas nous avoir renvoyés aujourd'hui. Tu es en sécurité ici, promit Michael en la regardant s'assoupir. Il resta là longtemps à observer les deux enfants dormir paisiblement, peut-être pour la première fois depuis un moment. La pièce silencieuse résonnait de possibilités qu'il n'avait jamais considérées auparavant. La famille, le lien, une autre forme de richesse. En sortant, il trouva Margaret dans le couloir. Ils dorment, l'informa-t-il. La gouvernante acquiesça, le regardant avec perspicacité. Et comment allez-vous, Michael? Il réfléchit à la question. Différent, répondit-il finalement. Je me sens différent. Margaret sourit comme si elle assistait à quelque chose qu'elle avait longtemps espéré. Je vais alors préparer le petit déjeuner pour Ford. Michael retourna dans sa chambre, mais le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit repassait la conversation avec Emma, les révélations qu'il avait faites, les vérités qu'il avait admises, non seulement à elle, mais à lui-même. Pendant des décennies, il avait transformé sa douleur en ambition, sa solitude en indépendance. Il avait érigé des murs si hauts autour de lui qu'il avait oublié de regarder au-delà. Maintenant, deux enfants qu'il avait trouvés par hasard avaient fissuré ces murs, à travers cette ouverture, quelque chose de nouveau et d'effrayant s'infiltrait, la possibilité de tenir à nouveau à quelqu'un. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma et Noah étaient arrivés au manoir Carter. Une routine quotidienne s'était peu à peu instaurée, comme de l'eau trouvant son chemin entre des rochers. Margaret servait de point d'ancrage dans cette nouvelle dynamique, maintenant des horaires réguliers pour les repas, les bains et le repos. Michael essayait de travailler à domicile autant que possible. Des réunions qu'il jugeait autrefois indispensables étaient désormais déléguées ou menées par visioconférence. Son bureau, autrefois un sanctuaire intouchable, gardait souvent sa porte ouverte pour les visites impromptues de Noah, qui adorait tourner sur le fauteuil en cuir tout en dessinant avec les coûteux crayons de couleur que Michael avait achetés. C'était un mardi matin lorsque Michael remarqua quelque chose d'étrange pendant le petit déjeuner. Tout en lisant ses emails sur sa tablette, il aperçut Noah engloutir sa nourriture à une vitesse alarmante. « Doucement, Noah, dit doucement Margaret en lui versant plus de jus dans sa tasse, personne ne va te prendre ton assiette. » Le garçon hocha la tête mais continua à manger rapidement, jetant de temps à autre un regard vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un vienne le faire partir. Emma, en revanche, mangeait méthodiquement, prenant de petites portions de tout, comme si elle les rationnait, le regard alerte et calculateur, analysant chaque interaction. « Il y a un problème avec la nourriture ?» demanda Michael en baissant sa tablette. « Non, répondit Emma rapidement. C'est délicieux. Merci. » C'était toujours la même chose, une politesse prudente, comme si chaque gentillesse devait être reconnue avant de pouvoir être retirée. « Je pensais, poursuivit Michael, que nous pourrions aller au centre commercial aujourd'hui. Noah a besoin de plus de vêtements, et peut-être que vous voudriez choisir quelques jouets. » Les yeux de Noah s'illuminèrent, mais Emma garda une expression neutre. « Nous n'avons pas besoin de jouets, dit-elle. Nous en avons déjà plein. » Plein était exagéré. Malgré la première razzia de Michael dans les magasins, les enfants n'avaient que le strict nécessaire. Emma, surtout, semblait réticente à accumuler des biens. « Peut-être des livres, alors ?» suggéra Michael. « Margaret a mentionné que tu aimais les histoires. »
Un bref sourire traversa le visage d'Emma avant de s'évanouir. Les livres ne prennent pas beaucoup de place, concéda-t-elle. C'est facile à transporter. L'implication était claire, elle se préparait toujours à partir, à être renvoyée. Michael échangea un regard inquiet avec Margaret. Après le petit déjeuner, tandis que les enfants allaient se brosser les dents, Margaret aborda le sujet. « Il faudra du temps », dit-elle en ramassant les assiettes. « Ils ont été abandonnés. La confiance ne revient pas du jour au lendemain. » « Cela fait déjà 2 semaines, répliqua Michael, ressentant étrangement un sentiment de rejet, « j'ai fait tout mon possible. » Margaret lui adressa un sourire compatissant. 2 semaines, contre des mois de traumatisme. Soyez patient, Michael. Emma se protège, elle et son frère, contre la déception. Michael acquiesça, reconnaissant la véracité de ses propos. À l'étage, il entendait Noah rire de quelque chose qu'Emma venait de dire. Ce son, encore rare dans la maison, réchauffa quelque chose en lui. Au centre commercial, Noah courait d'une vitrine à l'autre, pointant avec enthousiasme les jouets colorés. Emma marchait plus lentement, gardant toujours un œil sur son frère, comme une petite gardienne. « Qu'est-ce que tu penses de celui-là » demanda Michael en montrant un jeu de société dans la vitrine d'un magasin. Emma haussa les épaules. « Ça a l'air bien. »« Tu n'as pas à avoir peur d'avoir envie de choses, Emma, » dit doucement Michael. La fillette leva les yeux vers lui, surprise par sa perspicacité. « Je n'ai pas peur, » répliqua-t-elle. « C'est juste que plus tu as de choses, plus tu peux les perdre. » La sagesse de sa remarque le prit au dépourvu. Elle avait parfaitement raison, bien sûr, et c'était une leçon que beaucoup d'adultes n'apprenaient jamais. Parfois, dit-il en pesant ses mots, ça vaut le risque. Elle ne répondit pas, mais lorsqu'ils entrèrent dans la librairie, ses yeux s'illuminèrent malgré elle devant les étagères colorées. Michael la regarda faire courir ses doigts sur les couvertures, lisant silencieusement les titres. « Je peux vraiment en choisir n'importe lequel ?» demanda-t-elle, la voix trahissant une certaine excitation. « Autant que tu veux » répondit-il. Pour la première fois, Michael vit Emma se comporter comme une enfant de 5 ans. Elle sélectionna plusieurs livres, vérifia les illustrations et demanda à Michael les mots qu'elle ne reconnaissait pas. En sortant du magasin, elle serrait contre sa poitrine un sac contenant 6 nouveaux livres, comme un trésor. Noah, pendant ce temps, avait choisi une peluche de dinosaure presque plus grande que lui, ainsi que quelques petites voitures. Sur le chemin du retour, Michael reçut un appel de Thomas, son avocat. « Michael, on a un problème », fit la voix sortant du haut-parleur de la voiture. « Les services sociaux m'ont contacté au sujet des enfants. » Michael ressentit un frisson dans l'estomac. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant Emma soudain alerte, écoutant chaque mot. « On peut en parler plus tard » répondit-il à la hâte, coupant court à l'appel. Le mal était fait, la lueur dans le regard d'Emma s'était éteinte, remplacée par une résignation qui brisa le cœur de Michael. « Ils vont nous prendre » demanda-t-elle calmement une fois rentrée. « Non » répliqua fermement Michael. « Je ne laisserai pas faire ça. »« Tout le monde dit ça » murmura Emma, prenant la main de Noah et montant à l'étage. Cet après-midi-là, Michael s'enferma dans son bureau avec Thomas. L'avocat, un homme mince aux tempes grisonnantes, avait l'air préoccupé. « C'est compliqué » expliqua-t-il. Une assistante sociale du nom d'Hélène Matthews mène l'enquête. Apparemment, quelqu'un à la boulangerie a reconnu les enfants dans la base de données et les a signalés. Quel est le problème? Je prends bien soin d'eux, s'insurgea Michael. Thomas poussa un soupir. Le problème, Michael, c'est que vous n'avez aucun statut légal de tuteur. Techniquement, vous abritez des mineurs en fugue. Ils n'ont fugué de nulle part, ils ont été abandonnés, rectifia Michael, sentant la colère monter. Juridiquement, ils devraient être sous la garde de l'État, le temps de retrouver le père ou d'autres parents. Michael se passa une main dans les cheveux, frustré. Et maintenant? Maintenant, nous avons un rendez-vous avec Madame Matthews demain à 10 h. Elle veut vous rencontrer et évaluer les conditions de vie des enfants. Thomas hésita. Elle a aussi mentionné vouloir vérifier vos intentions. Mes intentions? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'un milliardaire célibataire d'environ 50 ans qui décide soudain de recueillir 2 enfants sans abri suscite des questions, expliqua Thomas diplomatiquement. L'insinuation fit pâlir Michael de colère. C'est absurde. C'est la procédure standard, le rassura Thomas. Ils doivent s'assurer du bien-être des enfants. Michael hocha la tête, retenant son indignation. Je ferai tout ce qui est nécessaire.
Après le départ de Thomas, Michael monta à l'étage pour chercher les enfants. Il trouva Noah endormi dans son lit, serrant contre lui son nouveau dinosaure, mais Emma restait introuvable. Après avoir fouillé la maison, il la découvrit dans le jardin, assise seule sur une balançoire. En s'approchant, il remarqua son vieux sac à dos posé à côté d'elle, comme s'il était prêt. « Nous sommes prêts à partir », dit-elle sans le regarder, quand l'assistante sociale arrivera. Michael sentit une pointe dans la poitrine. « Emma, regarde-moi. » Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je ne laisserai personne vous emmener, » dit-il. Elle finit par le regarder de ses yeux bleus intenses. « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu t'en soucies ? Personne d'autre ne l'a jamais fait. » La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet ? Durant les 20 dernières années, il avait écrasé personne et entreprise sans état d'âme. Qu'est-ce qui changeait à présent ? Parce que tu me rappelles quelqu'un, avoua-t-il, quelqu'un qui était seul et effrayé, quelqu'un qui avait besoin qu'un adulte s'occupe de lui. Toi, devina Emma. Michael acquiesça. Et parce que vous méritez une chance, la même chance que j'ai eue. Ils vont nous séparer, murmura-t-elle, révélant enfin sa plus grande crainte. Ils vont emmener Noah dans une famille et moi dans une autre. Tant que je pourrai l'empêcher, non, promit Michael. Le lendemain arriva bien trop vite. Margaret avait préparé la maison à la perfection et fait cuire des biscuits tout frais. Noah portait une chemise et un pantalon propres, qui semblaient neufs, tandis qu'Emma avait une robe simple mais soignée, ses cheveux soigneusement coiffés. Helen Matthews arriva pile à 10 heures. C'était une femme d'âge mûr, aux cheveux bruns coiffés en un chignon serré et au regard observateur derrière de fines lunettes. Thomas l'accueillit, puis la conduisit au bureau de Michael. « Monsieur Carter, » dit-elle en lui tendant la main, « merci de me recevoir. » Michael la salua, remarquant sa poignée de main ferme. « Merci d'être venue, Madame Matthews. »« Hélène, s'il vous plaît. » Elle s'assit et ouvrit un dossier. « J'ai quelques questions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » L'interrogatoire fut minutieux. Elle posa des questions sur ses finances, son passé, ses motivations. Michael répondit avec patience, même lorsque les questions étaient intrusives. « Je dois noter, » dit-elle à un moment, « qu'il n'y a aucune trace d'une quelconque implication de votre part dans des œuvres caritatives en faveur des enfants, ni d'intérêt préalable pour l'adoption ou l'accueil. » « Est-ce pertinent ? » demanda Michael, essayant de garder un ton neutre. « C'est inhabituel, » répondit Hélène. « La plupart des gens qui se décident à adopter ou à accueillir montrent un intérêt préalable pour le bien-être des enfants. Chez vous, cela est apparu soudainement. » « Parfois, il suffit d'une rencontre pour ouvrir les yeux, » rétorqua Michael. « Je peux vous assurer que mes intentions sont sincères. » Hélène l'observa un instant. « J'aimerais rencontrer les enfants, maintenant. » Noah se trouvait dans le salon, jouant avec ses nouvelles petites voitures, lorsqu'Hélène se présenta. Il lui sourit timidement et lui tendit l'une de ses voitures. Emma, en revanche, resta réservée, répondant prudemment aux questions. « Est-ce que vous êtes heureux ici ? » demanda directement Hélène. Noah acquiesça avec enthousiasme. « J'ai ma propre chambre et Margaret fait des crêpes tous les dimanches. » Emma mit plus de temps à répondre. « C'est bien, » finit-elle par dire. « Michael est gentil avec nous. » Hélène lui sourit avec douceur. « Est-ce que ton papa te manque ? » La question surprit tout le monde. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes qui ne coulèrent pas. « Il reviendra un jour, » dit-elle avec conviction. « Mais en attendant, on veut rester ici. S'il vous plaît. » La vulnérabilité contenue dans ce « s'il vous plaît » sembla toucher l'assistante sociale. Elle posa encore quelques questions, observa l'interaction entre Michael et les enfants pendant le déjeuner et parla brièvement avec Margaret. Enfin, sur le point de partir, elle demanda un moment seul avec Michael. « Monsieur Carter, je serai franche, » dit-elle une fois de retour dans le bureau. « Il y a des irrégularités dans cette situation. La procédure standard voudrait que les enfants soient placés dans un foyer temporaire pendant qu'on recherche des proches ou qu'on évalue des familles d'accueil. » Michael sentit son cœur se serrer. « Et qu'est-ce qui empêche que cela se produise maintenant ? » Hélène le considéra un moment. « Les enfants se sentent manifestement en sécurité ici, et bien que votre soudaine vocation de parent soulève des questions, je ne vois rien qui suggère que vous soyez inapte à être tuteur temporaire. » « Temporaire ?» répéta Michael, sentant naître un espoir. « Je peux recommander une garde temporaire d'urgence dans votre foyer, pendant qu'on continue de chercher le père ou d'autres parents, » expliqua Hélène, mais cela exigera un engagement sérieux de votre part, des visites régulières, des évaluations,
peut-être même des cours de parentalité. Je ferai tout ce qu'il faut, affirma Michael sans hésiter. Hélène esquissa son premier sourire. Vous savez, Monsieur Carter, quand j'ai appris qu'un milliardaire impitoyable avait recueilli 2 enfants sans abri, je m'attendais à un coup de com' ou un projet caritatif superficiel. Elle referma son dossier. Je suis contente de m'être trompée. Après le départ d'Hélène et de Thomas, Michael trouva Emma qui l'attendait dans le couloir. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Demanda-t-elle, les yeux trahissant la peur qu'elle tentait de masquer. Michael s'agenouilla pour être à sa hauteur. Elle a dit que vous pouviez rester, pour l'instant. Les épaules d'Emma se détendirent légèrement. Pour combien de temps, pour l'instant ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Michael. Mais je vais me battre tant que vous en aurez besoin. Emma acquiesça, assimilant l'information. Tu veux vraiment qu'on reste, même si c'est difficile ? Michael réalisa que c'était la vraie question, non pas s'ils pouvaient rester, mais s'ils étaient réellement désirés. Même si c'est difficile, confirma-t-il. Surtout si c'est difficile. Pour la première fois, Emma fit un pas vers lui et le serra spontanément dans ses bras, ses petits bras entourant à peine son cou. Ce fut une étreinte brève, presque furtive, mais pour Michael, cela signifiait tout. Je vais le dire à Noah, dit-elle en courant à l'étage. Michael resta dans le couloir, submergé par un mélange de soulagement et de peur. Le chemin à venir serait difficile et incertain, il devrait prouver son engagement, non seulement à Hélène, mais aux enfants, et peut-être surtout à lui-même. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il se battait pour quelque chose qui avait réellement de l'importance. Le calendrier dans la cuisine indiquait qu'un mois s'était écoulé depuis l'arrivée d'Emma et Noah dans la vie de Michael. Un mois qui semblait à la fois une éternité et un clin d'œil. Le manoir, autrefois impeccablement ordonné, montrait désormais des signes de la présence d'enfants à chaque recoin, des dessins accrochés au réfrigérateur avec des aimants colorés, de petites chaussures dans le couloir, des livres pour enfants sur les tables basses. Michael remarquait ces petits changements avec un mélange de fascination et de nervosité. Sa maison, comme sa vie, avait toujours été organisée, prévisible, sous contrôle. À présent, c'était le chaos, le bruit, et la sensation constante de s'aventurer en terre inconnue. Monsieur Carter, dit Hélène Matthews lors de sa visite hebdomadaire, comment vous adaptez-vous à la vie quotidienne avec les enfants ? Michael ajusta sa cravate, un tic nerveux qu'il n'avait jamais perdu. Nous trouvons notre rythme. Hélène nota quelque chose sur son clipoir. Et le temps passé ensemble ? Du temps de qualité est essentiel pour créer des liens. La question le mit mal à l'aise. Il avait tout fourni aux enfants sur le plan matériel, vêtements, jouets, une refonte complète de 2 chambres pour qu'ils aient chacun leur espace. Mais le temps de qualité ? Entre les réunions professionnelles, les appels vidéo et la gestion de son empire financier, cet aspect avait largement été laissé à Margaret. Je ferai plus d'efforts, promit-il. Après le départ d'Hélène, Michael libéra son agenda pour le reste de la semaine impensable 2 mois plus tôt et commença à planifier. S'il y avait bien une chose dans laquelle Michael Carter excellait, c'était l'exécution de plans. Le lendemain matin, il surprit les enfants au petit déjeuner. Qui veut aller au zoo aujourd'hui ? Noah manqua de tomber de sa chaise tant il était enthousiaste. Est-ce qu'il y a des dinosaures là-bas ? Michael rit. Les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années, mais ils ont d'autres animaux intéressants. Des lions ? demanda Emma, les yeux brillants malgré sa tentative de paraître indifférente. Des lions, des tigres, des éléphants, confirma Michael. On y va juste après le petit déjeuner. Margaret, qui débarrassait la table, cacha un sourire satisfait. La journée fut parfaite, ensoleillée mais pas trop chaude. Michael avait négocié un accès privé au zoo pour la tranquillité, même s'il évita de le mentionner pour ne pas paraître ostentatoire. Noah courait d'un enclos à l'autre, réclamant qu'on le soulève pour mieux voir les animaux quand ils étaient trop loin. Emma, plus calme, lisait chaque panneau informatif à voix haute, impressionnant Michael par son niveau de lecture avancé pour son âge. « Tu aimes les livres sur les animaux ?» demanda-t-il alors qu'ils observaient les singes. Emma acquiesça. Maman avait un grand livre avec des images. Elle m'a appris à lire avec. C'était rare qu'Emma mentionne sa mère spontanément, et Michael y vit une petite victoire. On peut acheter plus de livres sur les animaux, suggéra-t-il. Peut-être même une encyclopédie. C'est quoi, une encyclopédie ? Il expliqua. C'est un gros livre qui explique tout sur un sujet. Comme une collection de nombreux livres en un seul. Ses yeux s'agrandirent. J'en ai vraiment envie.
Après le zoo, ils s'arrêtèrent dans une immense librairie. Michael observa Emma parcourir les rayons avec une sorte de révérence, comme si elle entrait dans un temple. Noah trouva vite le rayon jeunesse et s'assit par terre, feuilletant des livres sur les dinosaures. « Je peux avoir celui-là » demanda Emma en brandissant une grande encyclopédie illustrée sur les animaux qu'elle peinait à porter. « Bien sûr, répondit Michael. « Et quoi d'autre » Elle eut l'air décontenancée. « Je peux choisir plus d'un livre ?»« Autant que tu veux. » L'expression d'Emma hésitait entre l'incrédulité et le plaisir. Noah, entendant cela, empila aussitôt des albums et des guides sur les dinosaures. En sortant, chacun portait un sac plein de nouveaux livres. Sur le chemin du retour, Michael remarqua Emma qui regardait pensivement par la fenêtre. « À quoi tu penses » demanda-t-il. « Pourquoi tu fais tout ça pour nous » interrogea-t-elle de but en blanc. La question le prit de court. « Parce que je tiens à vous. »« Mais pourquoi » insista-t-elle. « Tu nous connais à peine. » Michael chercha une réponse. « Parfois, tu sais juste quand quelque chose est important. Un peu comme trouver le livre parfait sur une étagère. » Emma sembla accepter cette explication et se tourna à nouveau vers la fenêtre. « Merci pour les livres, vraiment. » Durant les jours suivants, Michael poursuivit sa mission de créer des moments partagés. Il emmena les enfants à un parc d'attractions, à un aquarium, et fit des courses pour acheter des décorations afin qu'ils puissent personnaliser leur chambre comme ils le souhaitaient. Noah montrait toujours un enthousiasme débordant, mais Michael remarqua qu'Emma semblait plus heureuse dans les moments calmes, quand il leur lisait une histoire le soir ou quand ils regardaient simplement un film ensemble dans le salon. Après une semaine de sortie, Michael fit une découverte surprenante, il s'amusait vraiment. Ce n'était pas seulement un devoir ni un moyen d'impressionner l'assistante sociale, il en retirait une satisfaction profonde à voir le monde à travers leurs yeux, l'émerveillement de Noah devant un éléphant, la concentration d'Emma quand elle apprenait quelque chose de nouveau. Une nuit, tandis qu'il travaillait dans son bureau après le coucher des enfants, Michael entendit un cri étouffé. Il se précipita dans la chambre d'Emma, la trouvant assise dans son lit, agrippant sa couverture, la respiration haletante. « Emma, ça va ?» Elle cligna des yeux comme si elle essayait de séparer rêve et réalité. « Je vais bien » marmonna-t-elle. « J'ai juste entendu un bruit. » Michael s'approcha et s'assit au bord du lit. « Tu as fait un cauchemar ?» Emma secoua la tête. « Je ne m'en souviens pas. Juste un rêve idiot. » C'était clairement faux, ses yeux étaient toujours agrandis par la peur, son corps tendu comme un arc. Mais Michael ne voulut pas insister. « Tu veux que je reste ici jusqu'à ce que tu te rendormes ?»« Pas besoin, répliqua-t-elle vivement. C'est fini. » Michael hésita, ne voulant pas la laisser seule, mais respectant son besoin d'espace. « Tu es sûr ?» Emma hocha la tête, se recouchant et remontant la couverture jusqu'au menton. « Bonne nuit, Michael. »« Bonne nuit, Emma. Je reste dans le couloir si tu as besoin de moi. » Au lieu de retourner à son bureau, Michael resta dans le couloir, incertain. Quelques minutes plus tard, Margaret apparut en peignoir. « J'ai entendu un cri » expliqua-t-elle. « C'est Emma ?» Michael acquiesça. « Un cauchemar, je pense, mais elle ne veut pas en parler. » Margaret lui adressa un sourire rassurant. « Laisse-moi faire. » Elle frappa doucement à la porte et entra dans la chambre d'Emma. Michael resta à proximité, entendant des voix étouffées, sans en distinguer les mots exacts. Une vingtaine de minutes plus tard, Margaret ressortit en fermant la porte avec précaution. « Elle dort maintenant » dit-elle. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda Michael. « Quel était son cauchemar » Margaret hésita. « Ce n'est pas à moi de le dire. Elle te le dira quand elle sera prête. » Michael ressentit une brève frustration, mais hocha la tête. « Merci, Margaret. » Le lendemain matin, Emma semblait normale, quoique légèrement marquée par de discrètes cernes sous les yeux. Tandis que Noah bavardait avec enthousiasme sur les projets de la journée, elle mangeait en silence. « Je pensais qu'on pourrait faire un pique-nique au parc », proposa Michael. « Il fait beau. » Noah applaudit l'idée, mais Emma haussa simplement les épaules. « Peu importe. » Au parc, tandis que Noah jouait sur l'aire de jeu sous l'œil vigilant de Margaret, Michael trouva Emma assise seule sur un banc, observant d'autres parents avec leurs enfants. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Emma se poussa pour lui faire de la place. Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant les autres familles. « Tu sais » commença Michael d'un ton léger, « quand j'étais petit, je faisais des cauchemars presque toutes les nuits. » Emma tourna la tête vers lui, surprise. «
Je rêvais que j'étais dans un endroit sombre et que j'appelais ma mère, mais elle ne répondait pas, poursuivit-il. C'était après sa mort. J'étais vraiment terrifié à l'idée d'être seul. Qu'est-ce que tu faisais ? Demanda Emma doucement. La plupart du temps, je pleurais jusqu'à me rendormir, admit Michael. Il n'y avait personne pour me réconforter à l'orphelinat. Puis, quand j'ai été placé en famille d'accueil, ma nouvelle maman m'a donné un truc. Quel truc ? Elle m'a donné une petite lampe de poche à garder sous mon oreiller, sourit Michael en y repensant. Elle disait que la lumière chassait les cauchemars. Je ne sais pas si ça marchait vraiment, mais je me sentais plus en sécurité, comme si j'avais un pouvoir secret contre les monstres. Emma baissa les yeux vers ses mains. Mon cauchemar n'a pas de monstre. Non ? Elle secoua la tête. Il y a papa. Il revient et emmène Noah, mais il me laisse derrière. Il dit qu'il ne peut prendre qu'un seul de nous deux. Michael sentit son cœur se serrer. Ça n'arrivera pas, Emma. Comment tu peux le savoir ? Demanda-t-elle, son regard bleu exigeant la vérité. Parce que je ne le laisserai pas faire, répliqua-t-il fermement. Toi et Noah resterez ensemble, quoi qu'il arrive. Emma considéra ces mots. Margaret a dit que toi aussi tu avais des peurs. Tout le monde en a, confirma Michael. Même les grands riches ? Michael esquissa un sourire. Surtout les grands riches. De quoi as-tu peur ? Demanda-t-elle, réellement curieuse. La question le prit au dépourvu. Parler de ses peurs d'enfant était facile, mais de ses peurs actuelles ? C'était s'exposer à une vulnérabilité dangereuse. Pourtant, s'il voulait qu'Emma ait confiance en lui, il devait lui offrir la même confiance. J'ai peur d'échouer, finit-il par admettre. De ne pas être assez bien pour m'occuper de vous deux. Emma sembla surprise. Tu es déjà meilleur que beaucoup de gens, déclara-t-elle simplement. Merci, répondit Michael, sincèrement touché par ce compliment direct. Ils se turent à nouveau, mais cette fois, c'était un silence différent, partagé, apaisé. Michael, reprit Emma soudain, tu crois que notre père reviendra un jour ? La question était délicate. Michael ne voulait pas lui donner de faux espoirs, mais il ne voulait pas non plus détruire l'image qu'elle se faisait de son père. Je ne sais pas, Emma, dit-il honnêtement. J'aimerais avoir une meilleure réponse. Ce n'est pas grave, répondit-elle, ce qui le surprit. Je voulais juste savoir. Ce soir-là, après le dîner, Michael avait préparé une surprise pour l'heure du coucher. Il emmena les enfants dans la chambre d'Emma. J'ai quelque chose pour vous deux, dit-il en sortant 2 petits paquets de sa poche. Emma et Noah les ouvrirent en même temps. À l'intérieur, chacun trouva une petite lampe de poche, bleue pour Noah et violette pour Emma. Pour chasser les cauchemars, expliqua Michael. Noah l'alluma immédiatement, ravi du faisceau de lumière dansant sur le mur. Emma la tint précieusement, comme un objet précieux. Merci, dit-elle d'une voix basse. J'ai encore une chose, poursuivit Michael, sortant un talkie-walkie de sa poche. Celui-ci est pour toi, Emma. Je garderai l'autre dans ma chambre. Si tu refais un cauchemar ou que tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, tu appuies sur ce bouton et tu me parles. Je viendrai. Les yeux d'Emma s'agrandirent. Même si tu dors ? Même si je dors, confirma-t-il. Je te promets que je l'entendrai. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Michael s'entretint avec Margaret. Merci d'avoir parlé avec elle hier soir, dit-il. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle me fasse confiance ? Margaret eut un sourire mystérieux. Je lui ai juste dit la vérité, que tu avais été un enfant effrayé toi aussi, que tu avais aussi subi des pertes, et que peut-être tu avais autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de toi. Michael la regarda, surpris. Tu penses vraiment ça ? Tu as changé ces dernières semaines, Michael, observa Margaret. Tu es plus présent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est comme si ces enfants avaient réveillé une partie de toi qui dormait. Il réfléchit à ses paroles. C'était vrai. Il se sentait différent. Les chiffres sur ses comptes bancaires, les fusions d'entreprises, les gros titres parlant de ses affaires, tout lui paraissait moins important à côté du sourire de Noah ou de la confiance progressive d'Emma. Plus tard dans la nuit, alors qu'il travaillait dans son bureau, le talkie-walkie posé sur son bureau grésilla faiblement. « Michael ?» La voix douce d'Emma résonna, hésitante. « Tu es là ?» Il saisit l'appareil aussitôt. « Je suis là, Emma. Tout va bien ?» Un silence. Je voulais juste être sûr que ça marchait. Michael sourit devant le petit appareil. Ça marche parfaitement. Je suis toujours là si tu as besoin de moi. Bonne nuit,
Alors, dit-elle, sa voix déjà plus détendue. Bonne nuit, Emma. Michael posa le talkie-walkie sur la table, envahi d'une étrange sensation de joie. Ce n'était pas juste un gadget contre les cauchemars, c'était un symbole de confiance, un fil invisible qui le reliait à cette fillette qui, sans le savoir, comblait peu à peu un vide dans sa vie dont il n'avait pas conscience jusque-là. Le lendemain matin, Emma descendit prendre son petit déjeuner avec le talkie-walkie accroché à la taille de son pyjama, comme si c'était parfaitement naturel. Michael le remarqua mais n'en fit pas de commentaire, se contentant d'échanger un sourire complice avec elle. C'était un petit pas, mais un pas essentiel, un lien qui se renforçait entre eux, telle une plante fragile qui trouvait enfin la lumière après trop longtemps passé dans l'ombre. L'automne avait cédé la place à l'hiver. À l'extérieur du manoir Carter, les jardins étaient recouverts d'une fine couche de neige, offrant un tableau digne d'une carte postale. À l'intérieur, la chaleur du chauffage contrastait avec le froid extérieur, créant cette atmosphère douillette que seules les maisons réellement habitées possèdent. Dans la cuisine, Noah dessinait avec des crayons de couleur, la langue tirée en signe de concentration, tandis qu'Emma lisait l'un de ses nouveaux livres, jetant de temps à autre un regard vers son frère et souriant. C'était une scène de vie domestique normale, impensable seulement 3 mois plus tôt. Michael les observait depuis l'encadrement de la porte, un café chaud à la main, lorsqu'il sentit son téléphone vibrer. C'était Thomas, son avocat. « Il faut que je te voie », annonça la voix au bout du fil. En personne. « C'est à propos des enfants. » Le ton grave mit immédiatement Michael en alerte. « Je serai au bureau dans 1 heure. » Il détestait s'absenter le samedi matin. C'était devenu un rituel pour eux trois, un petit déjeuner tardif suivi d'une activité en famille. Souvent quelque chose de simple comme un jeu de société ou un film. Mais le ton de Thomas ne laissait pas de place au doute. « Je dois m'absenter quelques heures », annonça-t-il en rejoignant la table. « C'est pour le travail ?» demanda Emma, levant les yeux de son livre, son regard perçant devinant quelque chose dans l'expression de Michael. « Tout va bien ?» « Oui », mentit la moitié. « Thomas a besoin que je signe des documents. »« On peut venir avec toi ?» s'enquit Noah, brandissant son dessin représentant une famille de dinosaures colorés. « Pas cette fois, mon grand », répondit Michael en lui ébouriffant les cheveux. « Mais je promets d'être de retour pour le déjeuner. » Au bureau, Thomas l'attendait, l'air soucieux, un dossier épais sous le bras. Lui habituellement si calme et méthodique semblait nerveux. « Que se passe-t-il » demanda Michael dès qu'il entra. Thomas poussa un soupir et ouvrit le dossier. « J'ai reçu une notification des services de protection de l'enfance. La période de garde temporaire arrive à son terme. » Quoi ? Michael sentit sa gorge se nouer. Hélène avait dit qu'on avait encore du temps. Une garde temporaire d'urgence n'a jamais vocation à être définitive, expliqua Thomas. C'était une mesure exceptionnelle, parce que tu offrais un foyer sûr quand les enfants en avaient besoin. Et je l'offre toujours. Oui, mais le système veut une solution définitive. Thomas fit glisser un document vers Michael. Ils ont identifié une famille intéressée pour adopter les 2 enfants. Un couple qui a déjà une expérience en adoption, stable, avec d'excellentes références. Michael saisit la feuille, mais les mots se brouillaient sous ses yeux. Une famille. Quelqu'un qui prendrait Emma et Noah. L'idée résonnait en lui comme un coup de poing. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Il y a une autre possibilité, reprit Thomas. Tu peux demander la tutelle permanente ou même l'adoption. Le mot resta suspendu entre eux, lourd de conséquences. L'adoption, répéta Michael, comme s'il testait le terme. Ça veut dire ? Ça veut dire que tu deviendrais leur père, oui, confirma Thomas. Légalement responsable à tous points de vue. Michael se leva brusquement et alla vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme habituel, indifférente à la tempête émotionnelle qui se jouait dans ce bureau. Je ne suis pas sûr d'être prêt à ça, Thomas. Il va falloir te décider vite, répondit l'avocat. On a 1 semaine pour réagir. Si on ne dépose pas de demande, ils iront probablement dans cette autre famille. Michael hocha la tête, l'esprit en ébullition. Merci, Thomas. J'ai besoin de réfléchir. Sur le chemin du retour, ses pensées tourbillonnaient. Devenir père. Le mot évoquait l'image de son propre père, ou plutôt de son absence. Un homme qui avait abandonné sa mère enceinte, qui n'était jamais revenu assumer ses responsabilités. Il songeait aussi aux pères des foyers d'accueil, certains gentils, d'autres moins, mais qui finissaient tous par le renvoyer dans le système. Pourrait-il faire mieux ? Pourrait-il être le père qu'Emma et Noah méritaient ?
Il arriva à la maison plus tard que prévu, trouvant les enfants dans le jardin avec Margaret, profitant de la neige fraîche. Noah avait construit ce qui ressemblait vaguement à un bonhomme de neige, tandis qu'Emma faisait des anges dans la neige. « Regarde, Michael » lança Noah en le voyant. « J'ai fait un dinosaure de neige. » Michael força un sourire. « Marchant sur la neige, c'est le meilleur dinosaure de neige que j'ai jamais vu. » Emma, cependant, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle se releva, époussetant la neige de ses vêtements. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus perçants fixés sur son visage. Michael hésita. « Rien d'inquiétant pour l'instant. Allons déjeuner, je meurs de faim. » Au déjeuner, il essaya de maintenir une conversation légère, mais son esprit revenait sans cesse à l'ultimatum de Thomas. Une semaine pour décider s'il voulait être père, une semaine pour déterminer l'avenir de 3 vies. Cet après-midi-là, il reçut un appel d'Hélène Matthews. « Monsieur Carter, j'espère que Thomas vous a parlé, » dit-elle. « Oui, il m'a informé de la situation. J'aimerais programmer une visite demain pour discuter de vos options, » continua Hélène. « Et aussi pour parler de la famille Winters. » Winters ? Le couple intéressé à adopter Emma et Noah, expliqua-t-elle. Ce sont des gens formidables, il est professeur d'université, elle est pédiatre. Ils ont déjà adopté 2 enfants, tous 2 bien équilibrés et heureux. Michael sentit une vague de jalousie irrationnelle. Bien sûr qu'il serait parfait, un professeur et une docteure, probablement avec un chien et une maison entourée d'une clôture blanche. 10 heures demain, ça vous va ? demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. Parfait. À demain, monsieur Carter. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Michael resta dans son bureau, contemplant le feu dans la cheminée. Les derniers mois avaient été les plus heureux qu'il ait connus depuis des années, peut-être même des décennies. Les gestes simples, lire une histoire à Noah avant de dormir, discuter d'un livre avec Emma ou partager un repas, lui avaient apporté une joie qu'aucun triomphe professionnel n'avait jamais égalée. Et maintenant, il pourrait tout perdre. « Vous ne dormez pas ?» La voix de Margaret le surprit. Elle venait rarement le voir si tard. « Je réfléchis, » répondit-il. Margaret entra, portant un plateau de thé fumant. « Thomas m'a appelé. Il a dit que vous auriez peut-être besoin de parler. » Michael accepta la tasse de thé avec reconnaissance. « Vous savez toujours quand arriver. »« 30 ans à travailler pour vous me donne ce genre d'intuition, » répondit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Vous voulez en parler ?» Il lui parla de l'ultimatum, de l'autre famille, de la semaine qu'il avait pour se décider. Margaret l'écouta en silence, n'exprimant qu'une légère surprise. « Que comptez-vous faire ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas, » admit Michael. « Je ne sais pas si je peux être ce dont ils ont besoin. » « Et selon vous, de quoi ont-ils besoin ?» La question le désarçonna. « D'un père. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui ne gâchera pas tout. » Margaret sourit doucement. « Aucun parent ne sait vraiment ce qu'il fait, Michael. Tout le monde improvise, en espérant faire plus de bien que de mal. Mais ces Winters ont l'air parfaits, professeur, pédiatre. Les titres ne font pas les parents, observa Margaret. Emma et Noah n'ont pas besoin de CV impressionnants. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aime pour ce qu'ils sont. Et si je ne sais pas comment ? La vulnérabilité de la question surprit même Michael. Vous l'êtes déjà, répondit simplement Margaret. Quand Noah fait un cauchemar, qui reste éveillé à lui raconter des histoires jusqu'à ce qu'il se rendorme. Quand Emma a du mal avec les devoirs que j'ai commencé à lui apporter, qu'il les lui explique patiemment. Vous êtes déjà leur père, Michael. La question est de savoir si vous voulez qu'un bout de papier l'atteste. Ces mots le hantèrent toute la nuit. Il dormit à peine, repassant mentalement les derniers mois, les changements dans la maison, dans sa routine, dans son cœur. Le matin venu, Hélène Matthews arriva à 10 heures précises. Elle apportait de nouveaux documents et des photos de la famille Winters, un couple très séduisant dans la quarantaine, accompagné de 2 enfants souriants dans un jardin ensoleillé. « Voici Mark et Diana », expliqua Hélène. Mark enseigne la littérature dans une université d'État et Diana travaille dans un hôpital pour enfants. Ils vivent dans une maison spacieuse à environ 2 heures d'ici, dans un quartier agréable avec de bonnes écoles. Michael regarda les photos en sentant une angoisse monter. Il semblait sorti tout droit d'une publicité d'assurance vie. Combien de temps durerait le processus d'adoption ? demanda-t-il, sentant l'émotion percer dans sa voix. Pour eux, ce serait relativement rapide. Ils ont déjà fait cela, ont toutes les certifications nécessaires. Hélène hésita.
Si vous décidez que c'est mieux pour les enfants, on peut faire la transition en un mois, peut-être moins. Un mois. 4 semaines, et Emma et Noah seraient sortis de sa vie. Et si? Michael commença, peinant à trouver ses mots. Et si je voulais les adopter? Hélène l'observa un instant. Ce serait un processus plus complexe. Vous n'avez jamais adopté, vous êtes célibataire, et votre historique professionnel suggère que vous avez peu de temps libre. J'ai commencé à réduire mes activités, répliqua-t-il. Je délègue davantage. C'est bien, mais le tribunal examinera aussi d'autres facteurs. Hélène feuilleta ses dossiers. En votre faveur, vous avez des ressources financières, de la stabilité et un lien existant avec les enfants. Contre vous, votre manque d'expérience avec des enfants et votre emploi du temps historiquement imprévisible. Michael hocha la tête, assimilant l'information. Combien de temps? 6 mois à 1 an, probablement, avec un suivi continu pendant cette période. Leur conversation fut interrompue par un petit bruit à la porte. Noah fit irruption, suivi d'Emma qui tentait de le retenir. Désolé, dit rapidement Emma. Il s'est échappé quand Margaret a répondu au téléphone. Hélène sourit aux enfants. Bonjour Noah, Emma, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, répondit poliment Emma tandis que Noah s'approchait de la table, curieux des papiers. C'est quoi, ces photos? Demanda-t-il en pointant du doigt les images de la famille Winters. Michael et Hélène échangèrent un regard inquiet. Avant que l'un d'eux puisse répondre, Emma s'approcha et regarda les photos. Son esprit vif fit rapidement le lien. Ce sont les gens qui veulent nous emmener, demanda-t-elle, sa petite voix ferme trahissant une pointe d'angoisse. Emma, commença Michael, personne n'a encore rien décidé. Est-ce qu'ils vont nous séparer? Sa voix tremblait légèrement. Non, répondit Hélène fermement. Emma, je vous ai promis à toi et Noah que vous resteriez ensemble, tu te souviens? Cette promesse tient toujours. Sentant la tension, Noah se rapprocha de sa sœur. Je ne veux pas partir. Je veux rester avec Michael. La déclaration simple et directe frappa Michael comme la foudre. La réalité lui sauta aux yeux, il ne s'agissait pas seulement de savoir s'il se sentait prêt à être père, mais de 2 enfants qui le voyaient déjà comme de la famille. Personne ne part aujourd'hui, dit Michael, s'agenouillant pour être à leur hauteur. Je vous promets qu'on va en discuter tous ensemble. D'accord. Emma hocha la tête, un regard montrant plus de compréhension que ne devrait en avoir une enfant de 5 ans. Elle prit la main de Noah. Laissons les adultes parler. Lorsque les enfants partirent, un lourd silence s'installa. Cela complique les choses, commenta Hélène. Au contraire, répliqua Michael. Ça les simplifie. Après le départ d'Hélène, Michael passa le reste de la journée avec les enfants, essayant de maintenir un semblant de normalité tandis que son esprit tournait à toute allure. Ce soir-là, après que Noah se soit endormi, il trouva Emma encore éveillée, assise sur le rebord de sa fenêtre, le regard fixé sur les étoiles. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, se décalant pour lui faire de la place. Ils restèrent quelques instants en silence à contempler le ciel nocturne. « On va vraiment partir ?» finit par demander Emma. Michael prit une grande inspiration. « Ça dépend. »« De quoi ?»« En partie de toi, » répondit-il sincèrement, « et en partie de moi. » Emma le fixa du regard, sérieuse. « Est-ce que tu veux qu'on reste ?» C'était la question centrale, non? Derrière tous ses doutes sur sa capacité à être un bon parent, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? « Oui, » répondit-il, surpris de la certitude dans sa propre voix. « Je veux vraiment que vous restiez. » Alors pourquoi cette dame avait des photos d'une autre famille? Michael chercha la formulation la plus simple. Parce que, pour que vous restiez ici en permanence, légalement, je devrais devenir votre père. Pas juste quelqu'un qui s'occupe de vous temporairement, mais votre père pour toujours. Emma y réfléchit. Et tu ne veux pas être notre papa? La question le toucha en plein cœur. Ce n'était pas une question de volonté, mais de peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de reproduire les erreurs commises à son égard. J'ai peur de ne pas être bon dans ce rôle, admit-il. De vous décevoir. Emma réfléchit un instant. Noah a renversé du jus sur ton ordinateur portable la semaine dernière, et tu ne lui as même pas crié dessus. C'était un accident, se remémora Michael. Papa criait, même si c'était un accident, dit Emma doucement. La simple comparaison déclencha un déclic en Michael. La peur était toujours là, mais quelque chose de plus fort, la détermination, commençait à poindre. Emma,
dit-il doucement, en prenant ses petites mains, je veux essayer. Je veux être ton père, et celui de Noah aussi, si vous voulez de moi. Même si tu ne sais pas comment faire, demanda-t-elle, renvoyant ses propres doutes. Même si je ne sais pas comment faire, confirma-t-il. On apprendra ensemble. Emma offrit un petit sourire sincère. Je crois que ce serait bien de t'avoir comme papa. Michael sentit ses yeux s'embuer. Je crois que ce serait le plus grand honneur de ma vie d'être le papa de vous deux. Il serra Emma dans ses bras, sentant sa petite tête se blottir contre son torse. La décision était prise. Dès le lendemain, il appellerait Thomas pour entamer la procédure d'adoption. Ce serait long, difficile, soumis à un contrôle constant, mais l'alternative, perdre Emma et Noah, était tout simplement impensable. La date de l'audience finale approchait. Après 6 mois de visite de l'assistante sociale, d'évaluation psychologique, de vérification d'antécédents et de montagne de paperasse, le jour du passage devant le tribunal était arrivé. Dans quelques heures, un juge déciderait si Michael serait légalement reconnu comme le père d'Emma et Noah, ou s'il serait confié à la famille Winters, qui restait intéressée à les adopter. Michael ajusta sa cravate pour la 3e fois, se regardant dans le miroir. Il avait peu dormi la nuit précédente, repassant mentalement chaque argument préparé par Thomas. L'avocat était confiant, mais Michael connaissait trop bien le système pour partager son optimisme. Il avait lui-même été un enfant dans l'incertitude légale, il savait à quelle vitesse les choses pouvaient déraper. « Il est presque l'heure », annonça Margaret, apparaissant à la porte de sa chambre. « Les enfants sont prêts. » Michael acquiesça et la suivit en bas. Noah était assis sur le canapé, mal à l'aise dans son petit costume, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Emma se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe bleu clair qui faisait ressortir ses yeux, ses cheveux soigneusement tressés en natte par Margaret. « Vous êtes super, tous les deux », dit Michael, essayant de paraître encourageant. Noah sourit, mais Emma resta sérieuse. Ces dernières semaines, elle s'était montrée de plus en plus silencieuse, sur la réserve. Michael l'avait remarqué, mais avait attribué cela à l'anxiété avant l'audience. Après tout, il dormait à peine lui-même. « Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant eux. « Le juge vous posera peut-être des questions, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste dire la vérité. »« Et s'il décide qu'on ne peut pas rester ?» demanda Emma, sa voix à peine audible. Michael hésita. Il leur avait promis d'être honnête, mais la vérité semblait trop cruelle. « Essayons de penser positivement », finit-il par dire. Thomas dit qu'on a un dossier solide. Emma ne sembla pas convaincue, ses yeux perçant notant la tension qu'il tentait de masquer. « C'est l'heure », intervint Thomas en entrant dans la pièce. « La voiture nous attend. » Le trajet jusqu'au tribunal se fit en silence. Noah, sentant la tension, restait inhabituellement calme, serrant contre lui sa petite peluche de dinosaure. Emma regardait par la fenêtre, son reflet montrant une expression bien trop mûre pour ses 6 ans. Au tribunal, on les conduisit dans une salle d'attente où Helen Matthews se trouvait déjà, accompagnée d'une femme que Michael ne connaissait pas. « Monsieur Carter », salua Helen, « voici la docteure Sophia Chen, la psychologue nommée par le tribunal pour évaluer les enfants aujourd'hui. » Michael serra la main de la femme, tentant de masquer sa surprise. « Je ne savais pas qu'il y aurait une autre évaluation. » « C'est la procédure habituelle, » expliqua Helen. « Juste une brève conversation pour s'assurer que les enfants se sentent à l'aise avec la situation. » Pendant que la docteure Chen parlait avec Emma et Noah dans un coin de la salle, Michael s'approcha d'Helen, l'air inquiet. « Que se passe-t-il? Pourquoi une nouvelle évaluation à la dernière minute ?» Helen hésita. Le juge Harmon est réputé pour sa prudence envers les adoptants célibataires, surtout lorsqu'il y a d'autres options disponibles. Vous voulez dire que les Winters sont encore dans la course? Michael sentit son estomac se nouer. Je dis que le juge examinera toutes les options pour le bien-être des enfants, répondit Helen diplomatiquement. Michael jeta un coup d'œil à Emma et Noah, qui dessinaient maintenant avec les crayons que la psychologue avait apportés. Les 6 derniers mois défilaient dans son esprit. La boulangerie, la chaussure, la première nuit au manoir, les histoires avant de dormir, les cauchemars surmontés, les petites victoires quotidiennes. L'idée de tout perdre lui était insupportable. « Monsieur Carter », appela la docteure Chen, « pourriez-vous me laisser quelques minutes seul avec les enfants ?» Michael hocha la tête à contre-cœur. « Bien sûr, je serai là-bas. » Il s'éloigna, rejoignant Thomas de l'autre côté de la pièce. « Alors, comment ça se présente ?» demanda-t-il à l'avocat. Thomas haussa les épaules. «
Nous sommes aussi préparés qu'on peut l'être. Tous les documents sont en règle, les précédentes évaluations sont positives, nous avons des témoins de moralité prêts à témoigner que vous êtes apte à être père. Il marqua une pause, son ton se faisant plus grave. Mais le juge Harmon est traditionnel, compléta Michael. Il préfère les familles conventionnelles, avec un père, une mère, une palissade blanche. Les Winters, confirma Thomas. Ils correspondent parfaitement à son modèle. Ce n'est pas perdu d'avance, vous avez le lien existant avec les enfants en votre faveur. La conversation fut interrompue par un huissier annonçant que l'audience débuterait dans 10 minutes. Michael rejoignit les enfants, remarquant qu'Emma semblait encore plus tendue. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'accroupissant près d'elle. Emma hocha la tête sans le regarder dans les yeux. « Oui. »« Emma, regarde-moi. » Il attendit que ses yeux bleus se posent sur lui. « Peu importe ce qui se passe là-dedans, je veux que vous sachiez que vous deux êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ne l'oublierai jamais. » Quelque chose traversa le visage d'Emma, de la peur, peut-être, ou de la compréhension. Elle jeta un coup d'œil à Noah, puis à nouveau à Michael. « On peut aller aux toilettes avant ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Michael. « Margaret peut vous accompagner. »« Je vais y aller avec Noah » insista Emma. On l'a vu en arrivant. Il y avait quelque chose d'étrange dans son insistance, mais Michael était trop anxieux pour y prêter attention. « D'accord, mais dépêchez-vous, l'audience commence bientôt. » Emma prit la main de Noah et tous deux sortirent. Margaret proposa de les accompagner, mais Emma affirma qu'il serait bien seul. Michael se tourna vers Thomas pour régler les derniers détails, essayant de calmer ses nerfs. 5 minutes passèrent, puis 10. L'huissier réapparut. « Nous sommes prêts à commencer », annonça-t-il. Michael regarda autour de lui, réalisant soudain que les enfants n'étaient pas revenus. « Emma et Noah ne sont toujours pas là », dit-il, l'inquiétude montant en lui. Margaret se proposa aussitôt de vérifier. Elle revint quelques minutes plus tard, le visage blême. « Ils n'y sont pas », dit-elle. « J'ai vérifié tous les toilettes de cet étage. » Un frisson glacé traversa Michael. Peut-être qu'ils se sont perdus, ce tribunal est immense. Mais en parlant, une horrible certitude s'imposait déjà. L'expression d'Emma quand il leur avait parlé, comme s'il leur disait adieu. Son insistance pour partir seule. Le sac à dos qu'elle portait, plus gros que nécessaire pour une simple audience. Ils se sont enfuis, dit-il, comme un coup de poing. La prochaine heure se déroula dans la confusion la plus totale. La sécurité du tribunal fut alertée, Hélène et Thomas coordonnèrent des recherches dans tout le bâtiment, et Michael se précipita à l'entrée, scrutant la foule, mais le complexe judiciaire était bondé. 2 enfants pouvaient facilement s'échapper sans être remarqués. « Il faut appeler la police », pressa Hélène lorsqu'il devint clair que les enfants n'étaient pas dans l'enceinte. « Non », répondit aussitôt Michael, mu par un réflexe profond, hérité de sa propre enfance. Appeler la police signifiait rédiger des rapports, considérer les enfants comme des fugitifs, risquer de les séparer une fois retrouvés. « Je vais les trouver. » Monsieur Carter, avec tout le respect que je vous dois, 2 enfants seuls en ville. « Je connais Emma », l'interrompit Michael. « Je sais comment elle réfléchit. » Il se tourna vers Margaret. « Appelez le chauffeur, il faut que j'aille à la boulangerie. » « La boulangerie ?» s'étonna Thomas. « C'est là que tout a commencé, » expliqua Michael en se dirigeant déjà vers la sortie. « Emma est maligne, elle a un plan. Je parie qu'elle commencera par l'endroit où nous nous sommes rencontrés la première fois. » Le trajet jusqu'à la boulangerie Laurent parut interminable. Michael sauta presque de la voiture avant l'arrêt complet, se précipitant à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre. Le même employé de l'époque le reconnut. « Monsieur Carter, quelle coïncidence. 2 gamins sont passés il y a peut-être une demi-heure, à votre recherche. » Le soulagement mêlé d'inquiétude inonda Michael. « Une fille blonde et un petit garçon ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? » La fille a demandé si je me souvenais d'elle, elle a dit qu'elle cherchait un endroit où rester avec son frère. Le jeune homme parut gêné. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas rester ici, évidemment. Je leur ai suggéré d'aller à l'église en face. Michael le remercia rapidement et traversa la rue jusqu'à l'église, un bâtiment de pierre ancien aux lourdes portes en bois. À l'intérieur, l'air était froid et silencieux, seuls les échos de ses pas résonnaient. « Puis-je vous aider ?» demanda un homme d'âge moyen, probablement le pasteur. « Je cherche 2 enfants, Emma et Noah. Une fillette d'environ 6 ans et un garçon d'environ 4 ans, sont-ils venus ici ?» Le pasteur hocha lentement la tête. «
Oui, ils sont venus. La fille a dit qu'ils attendaient leur père. Il observa Michael avec curiosité. C'est vous? Oui, confirma Michael sans hésiter. Où sont-ils? Ils sont repartis il y a une vingtaine de minutes. La petite a mentionné un parc où ils avaient l'habitude d'aller. Michael le remercia et se précipita à nouveau dans la voiture. Le parc, bien sûr. Emma retracerait sa vie dans la rue, revisitant les endroits qu'elle connaissait, où elle se sentait en sécurité avant de le rencontrer. Le parc n'était pas loin, mais chaque seconde semblait une éternité. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Michael descendit en trombe, cherchant frénétiquement. Le parc était vaste, avec plusieurs aires de jeu et des zones boisées. C'est Margaret qui les aperçut la première. Là-bas, dit-elle en pointant un coin reculé près d'un grand arbre. Michael se mit à courir comme si sa vie en dépendait. De loin, il distingua deux petites silhouettes assises au pied de l'arbre, Noah serrant son dinosaure, Emma la tête baissée. « Emma! Noah !» cria-t-il, incapable de cacher son soulagement. Les enfants levèrent la tête à l'unisson. Noah fut le premier à réagir, son visage s'éclairant d'un sourire. « Michael !» s'écria-t-il, se levant et courant vers lui. Michael tomba à genoux et le reçut dans ses bras, le serrant fort, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Par-dessus l'épaule de Noah, il vit Emma s'approcher lentement, partagée entre le soulagement et la peur. « Emma !» dit-il doucement, tendant un bras vers elle tout en serrant Noah contre lui. « Viens ici !» Elle hésita une seconde avant de courir vers lui, les larmes coulant enfin de ses yeux pourtant si contrôlés. Michael les serra tous les deux de toutes ses forces, sentant son propre visage se mouiller. « Pourquoi vous êtes-vous enfui ?» demanda-t-il quand il parvint à reprendre la parole. « Vous m'avez fait si peur. » Emma se recula légèrement, essuyant ses larmes d'un revers de manche. « On croyait qu'ils allaient nous emmener loin de toi, » expliqua-t-elle. « Quand tu nous as parlé tout à l'heure, on aurait dit que tu nous disais adieu, et cette nouvelle dame est apparue. »« Oh, Emma !» soupira Michael en comprenant enfin. « Je ne vous disais pas adieu, j'étais juste nerveux pour l'audience. »« Mais si le juge dit non ?» insista Emma, la peur revenant dans son regard. « On a entendu Hélène parler de l'autre famille, ils ont l'air parfaits. » Michael posa ses mains sur les frêles épaules d'Emma, la regardant dans les yeux. « Écoute-moi bien, Emma. Peu importe ce qui se passe dans cette salle d'audience, peu importe la décision du juge, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. »« Promis ?» demanda-t-elle, cherchant le moindre doute. « Je le promets, de tout mon être, » répondit Michael. « Vous êtes ma famille maintenant, et on n'abandonne jamais sa famille. » Noah, toujours accroché à Michael, leva les yeux. « Alors on peut rentrer à la maison ?» La simplicité de sa question fit sourire Michael. « Oui, Noah. Mais d'abord, on doit retourner au tribunal. On a encore une audience à terminer. »« Ils vont nous séparer parce qu'on s'est sauvés ?» demanda Emma, la peur revenant dans sa voix. « Non, » l'assura Michael. « J'expliquerai tout, mais il faut qu'on soit honnête, d'accord ? Plus de secrets. » Emma hocha la tête, soulagée et honteuse à la fois. Michael prit Noah dans ses bras, saisit la main d'Emma, et tous ensemble, ils retournèrent à la voiture où Margaret les attendait, affichant un sourire serein. Le retour au tribunal fut tendu. Hélène les accueillit, soulagée de voir les enfants sains et saufs, mais inquiète des conséquences de leur disparition. « Le juge est furieux », murmura-t-elle à Michael. « Il a suspendu la session, mais il a clairement fait savoir que ça ne jouait pas en votre faveur. »« Je vais tout expliquer », répondit Michael. « C'était un malentendu. » Thomas apparut, rassemblant nerveusement ses dossiers. « On nous appelle. Le juge veut tout le monde tout de suite. » La salle d'audience semblait plus grande et plus intimidante que jamais. Au premier rang, derrière une estrade surélevée, le juge Harmon, un homme âgé aux cheveux gris et à l'expression sévère, les toisa avec désapprobation. « Monsieur Carter, » commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce, « je suis extrêmement déçu par ce qui s'est passé aujourd'hui, fuir avec des mineurs dont vous n'avez que la garde temporaire. » « Sauf votre respect, votre honneur, » coupa Michael, « je ne me suis pas enfui avec eux. Ils sont partis seuls et je suis allé les chercher. » Le juge plissa les yeux, jetant un regard à Emma et Noah, qui semblaient si petits et effrayés. « Est-ce vrai, les enfants? Vous êtes partis seuls ?» Emma s'avança, le menton relevé malgré la peur dans ses yeux. « Oui, monsieur. C'était mon idée. Je croyais qu'ils allaient nous enlever à Michael. »« Et pourquoi croyais-tu cela ?» demanda le juge, adoucissant légèrement son ton en s'adressant à la fillette. « Parce qu'ils le font toujours, »
répondit Emma, d'une sincérité douloureuse. À chaque fois qu'on commence à se plaire quelque part, quelqu'un décide qu'il faut partir. Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience. Le juge observa Emma un long moment avant de soupirer. « Très bien. Poursuivons l'audience, décida-t-il. Maître Thomas, vous pouvez commencer votre plaidoirie. » Les 2 heures qui suivirent furent un défilé de témoignages, de rapports et de questions juridiques. Margaret parla des changements positifs qu'elle avait vus chez Michael depuis l'arrivée des enfants. Hélène présenta ses évaluations, insistant sur le lien profond qui s'était formé. La docteure Chen décrivit sa brève conversation avec Emma et Noah avant leur fugue, notant qu'ils semblaient sincèrement attachés à Michael. Enfin, on appela à la barre un couple élégant, les Winters. Michael les vit en personne pour la première fois. L'homme, grand, portait des lunettes cerclées de métal, la femme était attirante et souriante. Il semblait tout droit sorti d'une publicité d'assurance. Diana Winters s'exprima calmement, parlant de leurs précédentes expériences d'adoption, de la chambre déjà prête pour Emma et Noah, des excellentes écoles de leur quartier. Mark expliqua à quel point son emploi du temps de professeur lui permettait d'être présent pour les enfants. À chaque mot, Michael sentait son cœur se serrer. Comment rivaliser ? Un couple stable, expérimenté, avec déjà des enfants adoptés heureux, contre un milliardaire bourreau de travail qui ne savait même pas faire un petit déjeuner sans aide ? Le juge Harmon écoutait attentivement, prenant parfois des notes. Lorsque les Winters eurent terminé, il baissa les yeux sur ses dossiers, réfléchissant longuement. « Au vu de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, commença-t-il, et considérant les événements troublants au début de cette audience, j'ai de sérieuses réserves à l'idée d'accorder l'adoption à M. Carter. » Michael eut l'impression de recevoir un coup de poing. À ses côtés, Emma serra sa main de toutes ses forces. Les Winters présentent un foyer traditionnel et stable, avec une expérience reconnue dans l'adoption, poursuivit le juge. Alors que M. Carter, malgré ses ressources financières et l'affection évidente qu'il porte aux enfants, a un passé de travail excessif et aucune expérience parentale. Noah commença à pleurer en silence. Michael posa une main sur son épaule pour le rassurer, même s'il ne ressentait plus lui-même la moindre assurance. Par conséquent, poursuivit le juge, je suis enclin à... Puis-je parler ? Une voix petite mais ferme interrompit. Emma. Le juge s'arrêta, surpris. Pardon ? Emma. Chuchota Michael. On doit laisser le juge finir. Mais Emma s'était déjà avancée, ses yeux bleus rivés sur le magistrat. S'il vous plaît, monsieur, juste une minute. Le juge Harmon eut l'air de balancer entre l'irritation et la curiosité. Finalement, il hocha la tête. Très bien, jeune fille, qu'as-tu à dire ? Emma prit une inspiration profonde, jetant un bref regard à Michael avant de reposer son attention sur le juge. Vous avez dit que cette famille avait de l'expérience, commença-t-elle, sa voix étonnamment assurée malgré la nervosité qu'on percevait. Ils savent comment être parents parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est exact, reconnut le juge. Mais ils ne savent pas comment être parents pour moi et Noah, poursuivit Emma. Ils ne savent pas que Noah ne peut dormir que si la lumière du couloir est allumée ou qu'il a peur du tonnerre. Ils ne savent pas que j'aime lire des livres sur les dinosaures même si je suis une fille, ou que parfois je fais des cauchemars où mon papa ne revient jamais. La salle d'audience était silencieuse comme jamais. Michael ne savait rien de tout ça au début non plus, admit Emma. Mais il a appris. Il reste éveillé avec moi quand je fais un cauchemar. Il a acheté une veilleuse spéciale pour la chambre de Noah. Il ne se moque jamais de moi quand je pose des questions, même si elles sont bêtes. Elle jeta un coup d'œil aux Winters. Ils ont l'air gentils, mais on a déjà eu des gens gentils. Des gens qui promettaient de s'occuper de nous, puis abandonnaient quand c'était trop dur. Elle se tourna de nouveau vers le juge, sa voix tremblante. Michael est le seul adulte qui ne nous a jamais abandonnés. Pas quand on s'est enfui, pas quand Noah a renversé du jus sur son ordinateur portable, pas quand je me suis mise en colère en disant que je le détestais. Une larme roula sur la joue d'Emma, mais elle continua. S'il vous plaît, monsieur le juge, ne nous enlevez pas la seule personne qui nous veuille vraiment, quoi qu'il arrive. Le silence qui suivit fut total. Michael réalisa qu'il retenait son souffle. Noah ne bougeait pas, les yeux rivés sur sa sœur. Le juge Harmon enleva ses lunettes, se frotta les yeux d'un geste las. Quand il parla à nouveau, il s'adressa à Emma avec une douceur nouvelle. « Merci pour tes paroles, Emma. Tu t'exprimes très bien pour quelqu'un d'aussi jeune. » Il parcourut ses notes du regard, puis observa les Winters avant de se tourner vers Michael. «
Au début de cette audience, Monsieur Carter, j'avais des doutes sur votre capacité à offrir l'environnement familial traditionnel que je considère idéal pour des enfants. Michael hocha la tête, s'attendant au pire. Cependant, poursuivit le juge, la plaidoirie d'une fillette de 6 ans me rappelle aujourd'hui que les décisions les plus difficiles ne reposent pas uniquement sur ce qui est écrit dans un dossier. Il y a une dimension humaine qu'aucun rapport ne peut pleinement saisir. Le cœur de Michael se mit à battre la chamade. Les Winters, dit le juge en se tournant vers le couple, sont manifestement des candidats exceptionnels qui offriraient un foyer aimant. Cependant, je ne peux ignorer le lien déjà établi entre ces enfants et M. Carter, un lien qui, comme l'a dit Emma, a été forgé à travers les épreuves et fondé sur la confiance. Le juge se réinstalla sur son siège, sa décision paraissant évidente. Par conséquent, après mûre réflexion, j'accorde la requête d'adoption de M. Michael Carter. Emma et Noah Carter seront légalement reconnus comme ses enfants à compter de cet instant. La pièce tourna autour de Michael. Emma et Noah Carter, ses enfants, légalement, officiellement, pour toujours. Votre honneur, dit alors Diana Winters en se levant. Michael se prépara à une objection, mais ce qui suivit étonna tout le monde. Nous retirons notre demande, déclara-t-elle, son mari acquiesçant à ses côtés. Nous sommes venus ici pour offrir un foyer à des enfants qui en avaient besoin, mais il est clair qu'Emma et Noah ont déjà trouvé le leur. Le juge hocha la tête, visiblement satisfait de ce geste. C'est noté. Je vous souhaite à tous le meilleur. D'un coup de marteau final, tout était terminé. Michael tomba à genoux, ouvrant grand les bras. Emma et Noah y coururent, et tous trois s'enlacèrent au milieu de la salle d'audience. Rentrons à la maison, murmura Michael, la voix tremblante d'émotion. Notre maison. Le retour fut l'exact opposé de l'aller, joyeux, bruyant, plein de projets pour l'avenir. Noah ne cessa de parler de peindre sa chambre avec des dinosaures, tandis qu'Emma évoquait sérieusement la possibilité de prendre un chien. Margaret était rentrée plus tôt pour organiser une petite fête. La salle à manger, rarement utilisée avant l'arrivée des enfants, était décorée de guirlandes et d'un gâteau. « Bienvenue officiellement dans la famille », dit-elle, les yeux brillants de joie. Ce soir-là, après toute l'effervescence, lorsque les enfants furent enfin au lit, Michael passa dans chaque chambre pour leur rituel du soir. Dans la chambre de Noah, il trouva le garçon presque endormi, serrant toujours son dinosaure en peluche. « Bonne nuit, Noah », chuchota Michael, bordant soigneusement la couverture autour du petit corps. « Bonne nuit ». Noah marqua une pause, puis termina dans un sourire endormi. « Papa ». Le mot envahit Michael d'une chaleur immense. « Papa ». Si simple, si profond. Il embrassa le front du garçon, son fils, et sortit en silence. Dans la chambre d'Emma, elle était assise dans son lit, feuilletant l'un de ses livres préférés. « Une histoire pour dormir ?» proposa Michael en s'asseyant à côté d'elle. Emma referma le livre, le regard sérieux. « Tu crois que ce que j'ai dit a vraiment aidé, devant le juge ?» « Emma, » répondit Michael avec la plus grande sincérité, « tu as tout changé. C'était l'acte le plus courageux que j'ai jamais vu. » Elle sourit, fière mais timide. « J'ai juste dit la vérité. » « La plus importante des vérités, approuva-t-il. Que nous sommes une famille. » Emma hocha la tête, s'allongeant et remontant la couverture. Michael se pencha pour lui embrasser le front, mais elle le surprit en l'attrapant pour un câlin très fort. « Bonne nuit, papa », murmura-t-elle à son oreille. Michael la serra un instant, laissant ce mot résonner en lui. « Bonne nuit, ma fille. » Plus tard, seul dans son bureau, Michael repensa au chemin parcouru. 6 mois plus tôt, il était un homme dont la valeur se mesurait en chiffres, dont les relations étaient surtout d'ordre transactionnel, et dont la vie tournait autour d'acquisitions et de fusions. Sur son bureau, là où auparavant ne trônaient que des tableaux et des contrats, se trouvaient maintenant des dessins colorés, des petits mots de remerciement de l'école et une photo encadrée de lui, Emma et Noah lors d'un pique-nique au parc, tous souriant dans la lumière dorée du soir. Il prit la photo, passant doucement le doigt sur leur visage. Comment aurait-il pu deviner que ce jour-là, à la boulangerie, une simple demande de pain changerait sa vie à jamais? Comment aurait-il pu imaginer trouver finalement ce qu'il cherchait depuis toujours, non pas dans les victoires professionnelles, mais dans le regard confiant de 2 enfants? Michael Carter, le milliardaire impitoyable qui avait bâti un empire à partir de rien, comprenait enfin ce qui comptait réellement, pas les fortunes accumulées, ni les bâtiments à son nom, ni le pouvoir financier. C'était le privilège d'entendre Noah l'appeler « papa » avant de s'endormir. C'était l'honneur d'avoir mérité la confiance d'Emma, si difficile à conquérir.
C'était la possibilité d'être la personne dont ces deux petits êtres avaient besoin. Pas parfait, pas infaillible, juste présent. Vraiment présent. Le lendemain matin, Michael se leva plus tôt que d'habitude. Au lieu de consulter ses mets ou les cours de la bourse, il descendit à la cuisine, avec l'aide de Margaret, prépara le petit déjeuner. Des pancakes, demanda-t-elle avec un sourire en coin. C'est le plat préféré de Noah, non? Exactement, confirma-t-il. Et du jus d'orange frais pour Emma. Quand les enfants arrivèrent, encore en pyjama et les cheveux ébouriffés, ils trouvèrent la table dressée et Michael les attendant. Bonjour, famille Carter, lança-t-il, tout sourire. Emma et Noah échangèrent un regard, puis sourirent à leur tour. Ils s'installèrent, et pour la première fois, il n'y avait ni précipitation, ni crainte de manquer, ni angoisse pour l'avenir, juste l'instant présent. 3 personnes, réunies par un hasard ou peut-être quelque chose de plus grand qui avait fini par se trouver. Encore des pancakes, Noah, proposa Michael en tendant l'assiette. Oui, s'il te plaît, papa, répondit l'enfant, les yeux pétillants de joie. Emma, tu nous lirais le nouveau livre après le petit déjeuner, demanda Michael. Elle acquiesça avec un sourire, son verre de jus d'orange à la main. Oui, papa. Michael Carter, Emma Carter et Noah Carter. Une famille. Un foyer. Un endroit où ils appartenaient.